prétend vouloir diriger un pays, on ne peut pas faire ça de manière amateur. On est bien obligé néanmoins d'avoir à ses côtés des femmes et des hommes qui soient en capacité de gérer ce pays. Et c'est ce que nous vous proposons avec nos députés, qui donc ne renonceront pas et seront à vos côtés comme ils le sont d'ores et déjà. Ils seront à vos côtés dans vos luttes, qu'il s'agisse de la défense de vos emplois, la défense des services publics, de l'environnement. Enfin bref, ils seront dans tous les combats pour une société de justice sociale, de progrès et de fraternité. Et vous démontrez aussi par cette soirée, s'il en était besoin encore, de l'utilité d'avoir des élus communistes à vos côtés, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans toutes les collectivités où on peut avoir des prises de décision importantes à prendre. Cette campagne, nous la menons donc dans chacune de nos circonscriptions, en étant forts de la campagne que nous avons menée, nos militantes et nos militants, nos élus, la campagne qu'ils ont menée pour l'élection présidentielle, campagne également confortée, je tiens à le rappeler ici ce soir, par les plus de 400 élus qui ont apporté leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon au moment des présidentielles. Et nous voulons, par notre campagne et par l'élection de nos députés, continuer à apporter l'espoir suscité pendant cette campagne présidentielle, bien que le résultat ne soit pas à l'auteur de notre engagement. En effet, 7 millions de femmes et d'hommes qui ont voté et porté leur bulletin sur Jean-Luc Mélenchon et sur l'espoir de voir enfin un projet pour notre pays qui réponde à leurs attentes, à leurs envies, à leurs besoins. Nous voulons concrétiser cet espoir par l'élection du plus grand nombre de députés possible, ici en Isère comme partout en France. À ce propos, je voudrais juste rapidement dire que nous regrettons profondément de ne pas avoir pu aboutir au rassemblement qui a été initié pour cette présidentielle et qui a suscité cet espoir. Nous avons pourtant proposé à nos différents partenaires, que ce soit ici en Isère ou au niveau national, d'arriver à trouver la forme respectueuse de chacune de nos forces en présence dans ce rassemblement pour permettre qu'un grand nombre de députés soient élus à l'Assemblée nationale. Ici en Isère, pour vous dire un peu plus précisément les choses, nous avions commencé à nous rencontrer avec les différents partenaires avant Noël. Des rencontres qui ne se passaient pas ici, qui se passaient chez les écologistes, d'ailleurs dans les locaux de l'ELV à Grenoble. Et nous avons commencé à discuter pour voir comment, ensemble, on était en capacité de porter cet espoir qui était en train de grandir au moment des présidentielles pour que le plus de députés possible soient envoyés à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ces réunions ont commencé avant Noël, mais les représentants de la France Insoumise ont décidé de rompre ces discussions au mois de février et nous n'avons pas pu aboutir à trouver la forme possible dans le département pour qu'ensemble nous soyons les uns et les autres, toutes les forces de gauche présentes, rassemblées pour permettre vraiment cette élection. Et il n'était pas question pour nous, ni pour d'ailleurs Europe Écologie Les Verts avec qui nous avons discuté, il n'était pas question, parce qu'on nous le reproche souvent, d'un accord de coin de table ou d'une tambouille électorale, pas du tout. Nous, ce que nous souhaitions, c'est pouvoir se rassembler pour pouvoir ensemble envoyer des femmes et des hommes issus de nos rangs, issus du peuple, des femmes et des hommes qui sont dans la vie réelle et qui ont envie de continuer à défendre leurs idées et continuer à mettre surtout l'humain au centre de toutes nos préoccupations. Peut-être que dans le débat qui suivra, même si le thème est plus sur la protection sociale, nous pourrons y revenir et en débattre un peu plus longuement si vous le souhaitez. Nous avons donc décidé, au sein de la Fédération du Parti communiste, de présenter 8 candidats sur les 10 circonscriptions. Pourquoi 8? C'est bien parce que sur 2 d'entre elles, sur un peu plus d'ailleurs, mais en tout cas 2 particulièrement, il y a un véritable danger pour la droite et pour l'extrême droite. Notamment sur la 9, de la candidature du binôme que nous présentions, il y a M. Gattaz. Alors même si ce n'est pas le M. Gattaz du MEDEF qu'on connaît, c'est quand même la famille de ce monsieur, et je pense que c'est suffisamment important, en tout cas symbolique, pour ne pas permettre que Bruno Gattaz soit élu député de cette circonscription. Donc sur la 9, nous avons fait le choix, en toute responsabilité, de retirer notre binôme, c'était Isabelle Rousset et Jérôme Barbieri qui se présentaient, de les retirer pour laisser la place au binôme écologiste, puisque Michèle Bonneton était la députée sortante.
Elle sera suppléante de Patrick Cholat et donc nous allons soutenir cette candidature pour que, en tout cas, nous fassions le plus possible le barrage et au Front National et à M. Gattaz. Et sur la 10, même scénario, le Front National très haut dans les résultats électoraux. Les communistes donc, de la 10e circonscription ne veulent pas prendre la responsabilité d'offrir aux femmes et aux hommes de cette circonscription le choix que nous avons eu à la présidentielle, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, où là pour le coup Macron et l'extrême droite. Donc les communistes de la 10e circonscription ont préféré, c'est la 8 pardon, c'est la 8, excusez-moi, c'est la 8 Sévienne. Nous avons décidé sur cette circonscription de ne pas présenter de candidature. Et tout ça pourra faire l'objet, je pense, des discussions que nous aurons ensuite. Je ne vais pas être plus longue parce que, comme vous le savez, nous avons la diffusion du film La Sociale, qui dure un petit peu quand même. Donc nous allons, pour cette soirée, diffuser le film La Sociale. Ensuite, nous aurons deux spécialistes. À chaque occasion, il faut rappeler que l'histoire ne sert pas à célébrer le passé, mais à écrire l'avenir. Et il est indispensable de garder la connaissance du passé pour analyser correctement le présent, ses contradictions, ses potentialités. La sécurité sociale est née de la volonté du Conseil national de la résistance, dont le programme doit beaucoup au Parti communiste et à la CGT. Sait-on aujourd'hui que le principal rédacteur de ce programme est le communiste Pierre Villon, résistant de la première heure. Ce programme est adopté à l'unanimité le 15 mars 1944, ce qui peut laisser croire à un consensus. Voilà. Du coup, j'ai perdu le machin. Mais son application est le résultat d'une lutte de classe acharnée. C'est un rapport des forces favorable aux travailleurs qui a permis une réalisation partielle. En effet, qui peut croire que c'est la droite et le patronat qui revendiquaient l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. La reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Ce programme prévoyait un plan complet de sécurité sociale avec gestion appartenant aux représentants des assurés et des intéressés de l'État. L'ordonnance fondatrice, rédigée par Pierre Laroque, a été publiée le 4 octobre 1945. Mais, parce qu'il y a un mais, elle fait suite à un long travail parlementaire de la commission consultative provisoire, présidée par Ambroise Croizat déjà. C'est un rapport présenté par Georges Buisson de la CGT qui constituera la base des ordonnances. Ce rapport est adopté par l'Assemblée consultative provisoire le 31 juillet 1945 par 194 voix pour et une contre, ce qui pourrait laisser croire aussi un consensus, mais il y a 84 abstentions, dont le MRP, la CFTC et quelques radicaux, ce qui invalide la thèse du consensus. De Gaulle ne signera pas les ordonnances. Il est, paraît-il, selon Pierre Laroque, à Moscou ce jour-là. Il n'y a pas que ça à foutre, signer les ordonnances. Le 21 octobre 1945, le Parti communiste français obtient 26,2% et 159 députés à l'élection de l'Assemblée constituante et devient le premier parti de France. La gauche est majoritaire à l'Assemblée avec 60% des voix. De 1945 à 1947, la CGT voit le nombre de ses adhérents passer de 4 à 6 millions. Hein, Michel, il n'est pas à jour là. Au-delà des chiffres, cette dynamique crée un rapport des forces favorable aux travailleurs. Il faut le rappeler au moment où certains tentent de nous faire oublier les luttes sociales et criminalisent l'action syndicale.
Le chercheur américain Henry Galland, dans un mémoire, note que les défenseurs les plus actifs du nouveau plan de sécurité sociale et de son application étaient les communistes et la CGT, qui était de loin le syndicat le plus puissant. C'est dans ce contexte que le 22 novembre 1945, Ambroise Croizat, secrétaire général de la CGT Métallurgie, devient ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale. Il sera chargé de mettre en place ce grand organisme. Pour cela, il organisera des centaines de réunions avec les travailleurs, comme El Khomri. La droite ne renonce pas. Le 22 décembre 1945, soit 79 jours après la publication des ordonnances, le MRP présente une proposition de loi qui a pour objet de modifier l'ordonnance du 4 octobre 1945. Depuis, les attaques contre la sécurité sociale n'ont pas cessé, au prétexte d'un déficit que gouvernement et patronat ont eux-mêmes organisé. Lorsque les libéraux évoquent la Sécu, ils ne veulent voir qu'un trou abyssal. Ils comptent pour peu de choses les millions de personnes qui ont pu, grâce à la Sécu, être soignées, avoir même la vie sauve, et puissent finir leur vie dans la dignité, même si il reste beaucoup à faire dans ce domaine. La Sécu n'est pas un commerce, mais un formidable moyen de permettre l'accès de tous aux soins de qualité, à la retraite et aux allocations familiales. En 1945, dans une France dévastée, Croizat fait passer la cotisation de 16% à 32%. Il triple les allocations familiales qui sont indexées sur les salaires et représentent à l'époque la moitié du salaire des familles populaires. Et personne n'en est mort. La gestion, pendant les 15 premières années, de 1945 au 12 mai 1960, les ouvriers, avec la CGT majoritaire, qui disposait des 3/4 des sièges, ont géré les caisses de sécurité sociale, montrant ainsi la capacité de la classe ouvrière à gérer un budget qui, à l'époque, était l'équivalent de celui de l'État. Ce qui est insupportable au patronat et à ses soutiens. En conséquence, dès le 12 mai 60, De Gaulle organise par décret la mainmise sur de l'État sur la Sécu. La propriété. Pierre Laroque, s'il n'est pas le père de la Sécu, avait bien compris l'objectif et déclaré en 1946 « Nous voulons que demain, les travailleurs considèrent que les institutions de sécurité sociale sont des institutions à eux, gérées par eux et où ils sont chez eux. La sécurité sociale française est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle n'a ni actionnaire, ni PDG. Elle est une propriété sociale. Elle est la démonstration que nous pouvons nous passer des patrons et de l'épargne. Les gouvernements qui doivent exercer une garantie et un contrôle a posteriori n'ont donc pas de légitimité pour la détruire. Et pourtant, c'est ce qu'ils font à partir des années 1970. Entre 1977 et 1995, quelques 17 plans de sauvetage se sont succédés, avec pour conséquence essentielle le recul de la démocratie et le transfert sur les assurances complémentaires qui sont de plus en plus inégalitaires. Citons les principales attaques: les ordonnances de 67, de Haut-Jalmé, préparées avec la complicité de Force ouvrière et du CNPF. Elles suppriment les élections des conseils, organisent la séparation des 3 branches et les suppriment des élections, bien sûr. En 1991, Rocard, avec la complicité de la CFDT, invente la CSG, censée élargir la base de financement, ce qui relève de l'arnaque, car à l'époque, elle était financée à 78% par les seuls salariés et aujourd'hui à 90%. En 1983, le gouvernement Mitterrand rétablit les élections des conseils avec 4/5 des sièges, ce qui est un peu mieux que 3/4, mais sans rétablir les prérogatives des conseils. Le mandat étant alors de 6 ans, les élections suivantes auraient dû avoir lieu en 1989. Le gouvernement décide alors le report des élections de 2 ans et fait désigner par les organisations syndicales des représentants
en proportion des élections précédentes. Et c'est bientôt fini. Et cela à 2 reprises. Puis en 1995, ce sont les ordonnances Juppé, soutenues par la CFDT et la Mutualité française. Il faut de temps en temps le rappeler. Qui revient sur ces élections et réintroduisent le paritarisme, affaiblissent la représentation syndicale par la participation de personnes dites qualifiées. C'est aussi la création du RDS, remboursement de la dette sociale, comme si nous, on avait une dette, le gel et imposition des allocations familiales, hausse de la CSG élargie aux retraités et aux chômeurs, création de la CADES, ça a été rappelé dans le film, hein, qui emprunte aux banques, alors qu'avant les investissements étaient financés sans intérêt par la Caisse de dépôt et consignation et payés par la Sécu. Dernier exemple, le 1er janvier 2000, création de la couverture maladie universelle, CMU, présentée comme une aide aux plus démunis. Elle introduit les conditions de ressources, le panier de soins et instaure une sécurité sociale pour les pauvres à l'intérieur du régime général. Elle crée les conditions de la mise en œuvre d'une sécu à minima pour tous et le recours aux complémentaires pour ceux qui en ont les moyens. C'était contenu dans les ordonnances, le plan Juppé, que les luttes ont pu faire reculer. On nous parle souvent de cette dette que nous laisserions à nos enfants, thème sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Dans un ouvrage important, l'anthropologue et économiste américain David Graeber écrit « Depuis des millénaires, les violents disent à leurs victimes qu'elles leur doivent quelque chose. Au minimum, elles leur doivent la vie, puisqu'ils ne les ont pas tués. Nous avons le devoir de transmettre à nos enfants une sécurité sociale encore plus performante que celle que nos anciens nous ont léguée. Avec la cotisation sociale, elle est d'une grande modernité, ce qui devrait nous inciter à continuer l'œuvre de ses fondateurs, en faisant plus et mieux dans une France dont la richesse monétaire a été multipliée par 7,54 en valeur entre 1949 et 2014, selon l'INSEE. La Sécu est un enjeu de classe. Parlant des libéraux de son temps, Robespierre disait « Ils ont plus disserté sur le commerce des grains que sur la subsistance du peuple. Ils ont compté pour beaucoup les profits des négociants ou des propriétaires et la vie des hommes à peu près pour rien. » Il était en avance sur ça. Ils n'ont pas beaucoup évolué. N'oublions jamais, et c'est terminé après, ni pacte républicain, ni État-providence. La Sécu est une conquête. Seule la conscience des salariés permettra de la conserver et de l'améliorer. Dans cette lutte, le Parti communiste français doit jouer un rôle de premier plan. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé, hein, comme l'a dit tout à l'heure. Je suis qu'un militant syndical, et ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai appris en rencontrant les copains et les salariés de nos secteurs. Alors, la campagne électorale a eu le mérite de remettre en avant l'attachement des Français à leur système de santé, articulé autour de l'hôpital public, et plus généralement de notre système de protection sociale tel que ça a été décrit dans le film. Alors, dans la dite période, un sondage réalisé fin 2016 indique que 93% des Français interrogés jugent crucial pour l'avenir du pays les questions de protection sociale et plus de 85% annoncent être très réticents à choisir un candidat projetant de réduire le budget des hôpitaux publics. Plus des 2/3 estiment que les questions de santé sont trop souvent le parent pauvre électoraux et plus des 3/4 jugent que la droite et la gauche, depuis plus de 10 ans, ne sont pas allés dans la bonne direction. Et oui, nos concitoyens sont attachés à notre système de santé et ils ont raison. Jusqu'à ces dernières années, notre système était classé comme un des meilleurs au monde. Si c'est encore vrai aujourd'hui, nous passons malheureusement du premier rang au 8e, 9e rang suivant les études. Ceci n'est pas une fatalité, mais bien la conséquence de choix politiques où de réforme en réforme se sont succédés des mesures reposant sur une logique d'austérité et mettant en avant
un principe qui est celui d'affirmer qu'il faut faire des économies. On coûte trop cher, c'est trop cher, il faut faire des économies. Et l'idée, c'est de dire, bah, pour réduire l'offre, il n'y a qu'à réduire la demande. Ne perdons pas de vue qu'un deuxième aspect, ça a été dit dans le film, ça a été dit par Michel, c'est que le système de santé est celui du privé lucratif, a pour objectif, parce que le privé lucratif capte la manne financière de la sécurité sociale. 490 milliards, rien que pour la branche santé. Vous imaginez l'appétit de nos Kessler qu'on a vu dans le film. Hein. Alors, mais soyons aussi attentifs que le fait que la santé n'est pas simplement concentrée sur l'acte de soin. C'est aussi toute une filière économique. Il y a les questions de recherche, il y a la formation des professionnels, il y a la production des nouvelles technologies, l'imagerie médicale, la silver economy. Nous avons Thales ici à Noiran, Silver Economy Minatech travaille sur la question. Le médicament, bien sûr, ponctué régulièrement de quelques scandales, hein, ça a été évoqué dans le film. Toute la santé, c'est toute une filière hein, à prendre en compte là où nous sommes. Alors, revenons sur l'idée de réduire l'offre, de réduire la demande. Fin des années 80, nous voyons apparaître la réduction du numerus clausus. On réduit les médecins hospitaliers et de ville partout dans le pays. Et avec ce manque de médecins, on peut justifier énormément de choses. Au nom de la sécurité, le manque de médecins va amener une logique d'explication des réformes qui vont se suivre, parce que bien évidemment, personne dans les réformes vont dire qu'on veut mettre à mal l'hôpital public. Personne ne l'a dit, même Thatcher en Angleterre ne l'a jamais dit. Mais donc, on va réorganiser aussi le fait que ça manque de partout de médecins, donc il faut réorganiser. Pour réorganiser, il faut réorganiser les territoires, il faut modifier le financement, et il faut donner, bien évidemment, tout pouvoir à ceux qui organisent, donc le directeur de l'agence régionale de santé notamment, qui est un vrai préfet de santé, et où, dans toutes les réformes qui ont succédé depuis ces 15 dernières années, notre système de santé, le manque de démocratie marque l'ensemble de ces réformes. Démocratie à tout niveau, démocratie politique, démocratie citoyenne et démocratie sociale dans les établissements. Pour revenir un petit rappel sur notre système de santé, il a été, après-guerre, construit, et sa performance a été construite autour de l'hôpital public. C'est l'hôpital public qui est la colonne vertébrale, la charnière de notre système de santé. Et dans les territoires à échelle humaine, se sont effectivement construits des hôpitaux publics, avec bien évidemment sur des grands territoires plus larges des CHU, où le CHU ont aussi pour vocation de développer la recherche et de former l'ensemble de tous les professionnels de santé, qu'ils soient publics et privés. Bachelot, confirmé par Touraine, ont redéfini tout cela de différentes façons. Ils ont d'abord redéfini les territoires de santé. Je ne consacre qu'à la région Rhône-Alpes, je ne parle pas de l'Auvergne parce que maintenant on a une grande région, mais restons sur encore ce qu'on appelait la région Rhône-Alpes. Nous avions, avant la loi Bachelot, 12 territoires de santé pour 8 départements. Aujourd'hui, nous avons 5 territoires de santé pour 8 départements. Le territoire centre, nord, sud, est, ouest. Et là-dedans, on réorganise l'offre de soins dans le territoire. L'essentiel est que nous ayons une réponse aux besoins de santé à l'échelle de ce territoire. Territoire qui n'a plus d'échelle humaine. Le territoire de santé ouest avec la Drôme et l'Ardèche, ça n'a plus quand on est dans le fin fond de l'Ardèche, ça n'a plus d'échelle humaine. Et on réorganise, bien évidemment, le système de la réponse aux besoins de santé dans ces grands territoires, où l'idée est de réorganiser les cliniques privées et de les mettre au même plan que l'hôpital public. On réorganise la réponse aux besoins de santé, et peu importe qui répond à ce besoin de santé, que ce soit du privé ou du public. Peu importe. Pour cela, il y a tous des outils qui ont été mis en place. Je n'ai pas le temps, on m'a demandé de faire court pour réorganiser cela. Mais sachez que les structures privées s'organisent entre elles pour
pour capter une part du marché, comme ça a été dit dans le film, malheureusement il parle comme ça. On les favorise, les politiques les favorisent avec une tarification à l'activité, où aujourd'hui les établissements n'ont plus de budget, mais font de l'activité pour faire rentrer de l'argent, comme au garage, hein. Une portière c'est tant, un beau développement c'est tant, pareil pour la santé, sauf qu'il y a des actes qui sont plus rentables que d'autres, et les actes les plus rentables que d'autres sont les actes qui ont une durée moyenne de séjour le plus court possible. C'est pour ça que vous voyez les cliniques privées se développer autour de la chirurgie ambulatoire, et tout ce qui est lourd reste aux hôpitaux publics. Donc on réorganise donc l'ensemble des cliniques privées pour les renforcer, et du même coup, on dit ben, pour concurrencer les cliniques privées, il faut réorganiser l'hôpital. Et on réorganise l'hôpital à l'échelle du territoire dont je vous ai décrit tout à l'heure, avec des groupements hospitaliers de territoire, où l'hôpital n'est plus celui que vous voyez près de chez vous, mais l'hôpital, c'est l'addition des établissements qui adhèrent au groupement hospitalier de territoire. Et il y aura un seul groupement hospitalier de territoire par territoire de santé. Sauf que l'hôpital étant à l'échelle du territoire immense, on éloigne le soin de proximité suivant certaines maladies, puisque chacun deviendra un service du GHT, et on n'est plus dans l'esprit donc du CNR, puisque on disait on se soigne en fonction de ses besoins, mais aussi de son lieu d'habitation. Il y a des zones qui vont être éloignées de tout soin dans ces conditions-là. Donc on a une déstructuration effectivement de l'offre de soins publics. Donc, ça c'est le premier élément. Donc c'est un premier point de réorganisation totale, effectivement, sur les territoires. Donc on n'a plus le choix de se soigner, ni dans le public, ni dans ou dans le public ou dans le privé. Tout le monde est mis au même point. Et sachez que Macron veut intégrer les cliniques privées dans les GHT le plus rapidement possible. Et donc nous avons une concentration des moyens de santé sur les métropoles. Donc on a une égalité territoriale. À cela, ajoutons le fait qu'on est dans une politique d'austérité, avec 3 milliards d'économies à réaliser dans les hôpitaux publics dans le pacte de responsabilité, soit 900 000 € sur la masse salariale, 22 000 suppressions de postes, et plus de 2 millions sur la réorganisation dont je viens de vous expliquer. Et donc, dans ce cadre-là, les professionnels de santé ont le sentiment aujourd'hui d'être polyvalents, puisqu'on est mis à disposition de ces grandes structures, et on a le sentiment de plus soigner le malade, mais on soigne la maladie, nous devenons des faiseurs d'actes, et ce qui rend très très mal les personnels qui sont en très grande souffrance. L'organisation du système de santé, l'organisation du travail comme nous l'aimerions, dépend et découle de la sécurité sociale et de sa gestion et de la place qu'on lui donne dans la société. La sécurité sociale n'est pas simplement un remboursement d'actes de soins, mais c'est toute de la sécurité pour toute la réorganisation de l'offre de soins et des conditions de travail de ses salariés. Donc c'est pour nous, oui, il faut bien évidemment renforcer la sécurité sociale, mais pas seulement. Il faut aussi lui attribuer des nouvelles prérogatives si on veut lui donner une place prépondérante dans la société. On ne peut pas se contenter que de faire vivre un héritage. Alors moi je dis ça un petit peu comme ça. On ne peut pas ne pas prendre en compte qu'effectivement il y a des nouveaux besoins à intégrer dans la sécurité sociale. Si je prends un exemple, je vous prends un exemple. Le vieillissement et l'accueil des personnes âgées. Là aujourd'hui, c'est un vrai problème de société où on a un reste à charge pour les familles énorme avec une perte de sens de travail pour les salariés. L'idée, par exemple, que nous portons à la CGT, c'est de dire que l'aide à domicile, ce soit des équipes pluridisciplinaires, avec des salariés formés dans les métiers de la santé ou des médico-sociales, suivant le type d'intervention qu'on fait à domicile, si c'est du soin ou de l'accompagnement. Équipe pluridisciplinaire rattachée à un EHPAD, si c'est pour intervenir auprès des personnes âgées, rattachée à un centre de santé, si c'est pour toute autre raison sociale, handicap ou autre,
ou à un établissement de psychiatrie si c'est pour les troubles psychiques. Ces équipes pluridisciplinaires remettent en question, bien évidemment, les associations aujourd'hui d'aide à domicile. Si ces équipes pluridisciplinaires sont intégrées à toutes ces structures de santé, elles doivent être salariées du système de santé, et l'ensemble de ce que cela représente en coût doit être financé par la sécurité sociale. Donc du même coup, nous nous remettons en cause le financement du conseil départemental dans ce domaine. Si on veut avoir de l'ambition pour la sécurité sociale, il faut aussi avoir l'ambition nouvelle. C'était utopique en 1945, pardon, et ça correspond aux besoins des personnes, ce que je vous dis là. Parce que ça règle tout un tas de problèmes pour les salariés, mais aussi pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes qui les accueillent à la maison. Donc, sur ce sujet, on pourrait réfléchir à d'autres sujets aussi, hein, comme par exemple tout ce qui est problématique de santé au travail, tout ce qui est problématique de santé et d'environnement. Aujourd'hui, dans l'agglomération, on connaît tous les problèmes que nous rencontrons. Est-ce que la sécurité sociale ne peut pas aussi assurer tout un système qui prend en compte toutes ces difficultés-là? Donc voilà, je vous donne un petit peu quelques idées que nous travaillons avec les collègues, bien évidemment, comme la sécurité sociale pourrait aussi financer l'ensemble des besoins de santé, puisque 38% d'actes médicaux ne sont pas réalisés parce que pour manque d'argent, les citoyens n'y vont pas. Je pense aux lunettes ou aux dents, par exemple, 38%. La sécurité sociale devrait réfléchir à ça. Donc bien évidemment, ça pose la question de son financement. Ça pose la question de son financement. J'ai plus besoin de papier, allez. Parce que sur la question du financement, bien sûr que la sécurité sociale doit être financée par la richesse, par le travail, essentiellement par le travail, par les cotisations sociales, mais pas que. Parce que la réalité du travail, aujourd'hui, n'est plus celle qui existait en 1945. Nous avons des tas de sociétés qui produisent des profits énormes avec une masse salariale très faible. Le groupe Total France, par exemple, qui fait 12 milliards, enfin le groupe Total qui fait 12 milliards de bénéfices, c'est 8,8% sa masse salariale. Donc est-ce que c'est que sur les cotisations, ou est-ce que quelques start-up aussi développent un produit énorme? Donc ça pose les questions de son financement, il faut les remettre sur la table. Comme il faut remettre sur la table la question du 100%. Si la sécurité sociale doit effectivement rembourser intégralement les besoins des citoyens, comme par exemple l'accueil des personnes âgées, intégralement ça devrait être pris en compte par la sécurité sociale n'a pas à rembourser, n'a pas à financer les dépassements d'honoraires développés par les chirurgiens spécialisés qui ont le monopole de l'activité et qui pratiquent les prix qu'ils veulent. La sécurité sociale n'a pas à financer les dividendes des actionnaires dans la société, dans les entreprises pharmaceutiques. Donc, 100%, ok, mais ça signifie aussi qu'on réfléchit au système de santé, parce que nous on part du principe, par exemple, que les médecins ne devraient plus être payés à l'acte, mais salariés ou conventionnés, parce que sinon 100% va payer n'importe quoi. Voilà, j'arrête là, c'est bon, j'ai compris, mais toutes ces questions-là, effectivement, en tant qu'élu, on doit se poser aussi. Je dis bien que, suite à la mise en place de la Sécu, on vit de plus en plus mieux et un peu mieux en bonne santé. Donc ça, c'était une grande invention. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, ça a été dit, beaucoup de personnes ne peuvent plus se soigner parce qu'il y a des dépassements d'honoraires, parce que c'est de plus en plus compliqué et donc on manque de moyens. Et moi, je pense que le Parti communiste, avec la société d'ailleurs, propose le 100% par la Sécu. Moi, je voudrais savoir ce que, en tant que candidat, vous ferez une fois élu à l'Assemblée, notamment sur la mise en place de centres de santé, avec des médecins salariés, avec un lien hôpital public, centre de santé, généraliste, spécialiste. Donc, quelle proposition vous feriez? Et deuxièmement, quelle proposition vous feriez pour éviter que des groupes comme Sanofi s'enrichissent, plus que le luxe ou le pétrole d'ailleurs, et pour réguler le prix du médicament? Voilà, ces deux questions. J'aimerais savoir ce que vous feriez donc sur ces questions-là en tant que futur député.
Une soirée sur la défense de la sécurité sociale, c'était vital, je crois, et plus que jamais aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas une question tout de suite directe à poser, ça va ouvrir un certain nombre d'horizons de débat. Aujourd'hui, la sécurité sociale, et je pense que Pascal a conclu par ça, parler de la sécurité sociale et du problème de son financement, c'est aussi revenir à ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'histoire et le salaire socialisé, et la part patronale du salaire socialisé, et la part salariale du salaire socialisé. Alors la part patronale du salaire socialisé, je fais exprès de changer le terme avec les fameuses charges sociales et les fameuses cotisations sociales, exprès pour qu'on perçoive bien, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est ce salaire socialisé. Ce salaire socialisé, c'est notre salaire. C'est le salaire que nous touchons, plus le salaire socialisé, c'est notre salaire. Donc aujourd'hui, cette part patronale du salaire socialisé, elle est exonérée à des niveaux absolument insupportables. Il cumule aujourd'hui à 200 milliards d'exonération de cette part patronale. Alors, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on envisage des tas de méthodes de financement, mais je voudrais d'abord qu'on se pose la question de savoir à quoi a servi ces exonérations de part patronale du salaire socialisé. On sait aujourd'hui que ça n'a pas créé d'emploi, et ceux qui le diraient se tromperaient beaucoup. Aujourd'hui, on a aussi le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui est une autre manière d'exonérer le patron de nous payer le salaire, puisqu'on lui rembourse depuis le début de cette année 7% des salaires supérieurs à 1,6 fois le SMIC. Le CICE, créé en 2012, a rapporté au patronat en profit plus de 90 milliards. On est sur des chiffres absolument faramineux. On vient d'exonérer le patron également des cotisations d'allocation familiale. Donc là, c'est 90% des salaires qui sont exonérés des cotisations familiales. C'est encore 5 milliards qu'ils mettent en profit. Alors on n'arrête pas de parler de problème de la sécurité sociale. En fait, aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, effectivement, c'est comment on doit le financer. Est-ce qu'on doit continuer à le financer par le travail? Ben moi, je vais dire oui. Parce que tant qu'on sera dans une société capitaliste, tant que les salariés seront exploités, tant que c'est eux qui créeront la richesse, tant que c'est eux qui se feront voler la richesse produite par le patronat, tant que c'est eux qui se useront au travail, tant que c'est eux qui auront des accidents du travail, tant que c'est eux qui mourront au travail pour cette production, ça doit être produit par le travail. Alors, aujourd'hui, on est à... J'essaye d'aller très vite, mais sérieusement, il faut vraiment que je développe tout ça, parce qu'aujourd'hui, on est au bord de la fin de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, si on veut conclure, et si on veut aller au-delà du film, et de ce qu'il nous a présenté, il faut bien en prendre conscience. Macron propose quoi? La suppression de la part des salaires, la part du salaire dans les cotisations patronales, et le transfert vers la CSG. Macron, qui a participé au gouvernement précédent, a prévu de fusionner la CSG avec l'impôt sur le revenu. Il va se servir du prélèvement à la source pour faire ça, ce qui veut dire que demain, de manière absolument invisible, on va voir disparaître d'abord les cotisations salariales, ensuite on va voir apparaître, il a dit qu'il ne mettrait pas immédiatement le prélèvement à la source, mais ça va arriver sur nos bulletins de salaire, vous allez avoir la ligne prélèvement d'impôt sur le revenu. Ensuite, vous allez avoir la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG. Et ensuite, vous allez voir ce que tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Michel ou si c'est Pascal qui a dit la sécurité sociale ne doit pas être fiscalisée, sinon on en perd le contrôle. Ça veut dire qu'elle est complètement fiscalisée. Et aujourd'hui, on est à la veille de ça. On est à la veille de la disparition effective du mode de financement de la sécurité sociale. Il faut en prendre conscience et s'organiser pour lutter. Voilà. Candidat sur la troisième circonscription, je ne suis pas un spécialiste de sécurité sociale. Donc je ne vais pas pouvoir répondre de manière très précise à toutes les questions qui ont été posées. Par contre, j'ai des convictions. Et quand on rentre avec des convictions dans une assemblée, je ne dirais pas qu'on a tout fait, mais déjà on sait pourquoi on y est et pourquoi on y va. Et la conviction que j'ai, c'est effectivement, il faut se battre pour continuer à la sécurité sociale telle qu'on l'a connue et telle qu'on la souhaite. Et non pas pour simplement compter les mauvais coups comme ça vient d'être rappelé. Donc la première des choses à faire, c'est déjà faire un état des lieux, mais on a des camarades qui nous ont aidés, mais pas que, c'est déjà de faire en sorte qu'on abroge les lois qui ont permis certaines choses. Il y a des lois à abroger, vous en avez cité certaines.
Commençons déjà à abroger ce qu'on appelle nous les lois scélérates. On en a la liste, hein, la loi en particulier. Ensuite, arrêtons la privatisation par des lois qui arrêtent la privatisation de tout ce qui est engagé, c'est-à-dire un moratoire sur un certain nombre de choses, le démantèlement de l'hôpital public, par exemple, vous l'avez dit, c'est la colonne vertébrale. Donc, avant de vouloir tout embrasser, comme on dit, il faut déjà que nous soyons d'accord, et là nous comptons aussi dans ces débats et pour nous accompagner, et puis au-delà, hein, dans toute la campagne qui va se mener pour nous accompagner, nous alimenter, voyons déjà quels sont les points d'ancrage qui peuvent nous permettre d'aller plus loin, et surtout quels sont déjà les processus qu'on doit arrêter immédiatement. L'abolition des lois, pour moi, c'en est un. Et puis il y a des aspects qui n'ont pas été évoqués, mais qui sont aussi en parallèle, c'est aussi combattre et se battre pour éviter la désertification de notre territoire. Et par exemple, revoir la carte santé, par exemple, c'est un axe majeur, prioritaire. Si on ne voit pas d'entrée, dès nos premières interventions, la carte santé, la carte sanitaire du pays, à mon avis, on peut toujours colmater les brèches, mais il faut qu'on les voit. Donc, pour l'instant, je n'irai pas plus loin. Simplement qu'il y a aussi des pans entiers qu'il faut qu'on fasse attention, et qui sont, alors après, des pans dans la proximité, qui reviennent du terrain, combattre pour que les PMI, la protection maternelle et la famille, aient plus de moyens en direction de l'enfance, qu'on ait des vrais professionnels qui continuent à œuvrer dans nos quartiers, qui continuent à œuvrer sur nos territoires, et qui continuent à œuvrer aussi dans des endroits ruraux, hein, parce que vous l'avez dit, c'est tout concentré métropole. Donc, quand on parle de la révision de la carte, c'est un vrai combat qu'on va mener dès les premières heures. Dès les premières heures. Voilà, pour l'instant, je ne développerai pas plus, mais c'est un embryon de réponse à toutes les bonnes questions que vous posez. Après, on pourra toujours discuter sur les centres de santé, etc. Mais je pense que les premiers coups à faire, c'est d'abord abroger les lois, s'arc-bouter sur nos acquis et sur autour de l'hôpital public, vous l'avez dit, arrêter ces démantèlements et la révision de la carte sanitaire. David Queiroz, candidat pour la seconde. Je voulais réagir à l'expression que vient d'avoir Jean-Paul Trovéro sur le fait d'être ou pas spécialiste de la Sécu. Moi, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être ni médecin, ni juriste pour défendre un certain nombre de choses. Je dirais que si on est des spécialistes en tant que candidat, on est des spécialistes de la défense des intérêts des travailleurs et du peuple. Voilà. Donc, les juristes, les médecins, ils peuvent être un soutien à ce qu'on va mettre en œuvre. Ne perdons pas de vue, je vais répondre aussi à la question du camarade, qu'est-ce que vous allez faire? Je dirais tout dépend du rapport des forces. À l'Assemblée nationale, d'une part, et le rapport des forces, un député, il peut être utile lorsqu'il a le peuple avec lui. Hein. Ce qui a été décrit en 1936, les travailleurs, si les députés ont voté les 2 semaines de congés payés, c'est bien parce que tous les jours, il y avait des dizaines de milliers, voire des millions de travailleurs qui étaient dans la rue. Donc il ne s'agit que de volonté. Et à ta question, comment construire des centres de santé, comment créer plus d'égalité d'accès aux soins, je tentais de dire qu'il faut commencer par plus de justice fiscale. Les frères Bocquet sont venus il y a quelques semaines ici même. La première chose, c'est de s'attaquer aux exonérations fiscales abusives, hein, parce que on sait un petit peu comment se passent les choses. Des entreprises, elles disent, oui, mais nous, on ne peut pas payer. Ben, ok, vous ne pouvez pas payer, on ne peut pas payer les cotisations sociales, sinon on est obligé de licencier. Voilà, c'est le chantage classique. Qu'est-ce que fait l'inspecteur, le contrôleur? Il dit, ben, on ne va pas mettre du monde dehors, donc on exonère à tout va. Mis bout à bout, les exonérations... Et après, ensuite, on va aussi parler de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est 80 milliards d'euros par an. On nous agite souvent la question de la dette publique. La dette publique, maintenant, depuis que Sarkozy est passé par le ministère des Finances, avant, elle était inférieure à 1400 milliards. Aujourd'hui, c'est 2000 milliards. Mais je tentais de dire que 80 milliards, et on rajoute à peu près 120 milliards voilà, on peut capter par an 200 milliards assez facilement de ce qui échappe et au budget d'État et au budget de la sécurité sociale, et en 10-15 ans, il n'y a plus de dette. Hein, donc on pourrait faire ça. Il s'agit juste de volonté, et juste rappeler que des députés, ils votent et ils proposent des lois. Ce qu'on peut faire, c'est voter des lois qui vont justement dans le sens du financement de la sécurité sociale.
et ne pas voter celles qui ont cassé la sécurité sociale. Et comme il a été décrit à l'instant, de manière très méthodique. Alors, je vais juste citer, parce qu'il y a une actualité brûlante, c'est celle de la constitution du gouvernement. Alors, qui est Macron et qui sont ses ministres? Macron, c'est quoi? C'est le collaborateur de Hollande pendant 5 ans, hein, 2 ans et demi en tant que collaborateur cabinet à l'Élysée, et 2 ans en tant que ministre. C'est quoi le résultat, le bilan? Alors, j'ai lu un dessin humoristique ce matin qui était assez croustillant. La déclaration de Hollande lorsqu'il quitte l'Élysée, c'est de dire voilà, je laisse la France dans un bien meilleur état que je ne l'ai trouvé. Alors le dessin au-dessous, voilà, on le voit dans une bagnole, il fait coucou, il dit c'était ma dernière blagounette avant de tirer ma révérence. Donc quel est le résultat de la politique et du quinquennat de Hollande et de Macron? C'est 1 million plus de pauvres. Il y en avait 8 millions en 2004, en 2014, je ne connais pas les chiffres plus récents, mais on a 9 millions de pauvres en France. On a, à l'échelle du quinquennat, 800 000 très mal logés. Voilà. Et puis, bien entendu, à côté de cela, on a, ne serait-ce que sur l'année 2015, les riches sont de plus en plus riches, hein, c'est pas un scoop, et 6%, ne serait-ce que sur l'année 2015, le nombre de millionnaires en France a augmenté de 6%. Donc ça veut bien dire que l'argent existe. Il ne s'agit que d'une chose, en tout cas c'est ce qui nous anime en tant que candidat aux législatives. Notre combat il est relativement simple, c'est vraiment d'enrayer cet accroissement des inégalités sociales qui est insupportable, et c'est de construire une sécurité sociale qui justement vise à ce que chaque Français puisse être bien soigné, puisse avoir une vie de famille, parce qu'il y a les 3 branches, hein, santé, famille, retraite, c'est tout à fait ce que décrivait le camarade dans son introduction tout à l'heure sur la question du Conseil national de la résistance. Tout ce qui est contenu dans le Conseil national de la résistance, il faut le faire nôtre et le porter dans cette campagne. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir aussi faire que bon, les masques tombent, hein, je suis tenté de dire. Hein, voilà, beaucoup de Français ont pensé voter Macron en votant à gauche. Voilà, la gauche aujourd'hui, entre le PS, etc. Nous, on incarne ça et vraiment, je compte sur vous toutes et tous pour nous aider dans cette campagne pour vraiment incarner cette défense des intérêts des travailleurs. Le 100% sécurité sociale. Moi, je dirais que d'abord, en tant que communiste, c'est déjà une belle idée à faire vivre. On retourne à des idéaux et des fondamentaux qui nous ont toujours occupés, qu'on possède depuis 1945. Et notre première mission, je dirais, d'abord, c'est de faire vivre cet espoir. C'est de faire croire qu'on peut y arriver. En 1910, on essaie en se disant, on va ouvrir au travail. Et puis, on a eu les congés payés, et puis on a eu la retraite. Il y a d'abord eu l'organisation entre salariés des caisses de mutuelles, et ensuite, il y a eu la sécurité sociale. Et pourquoi? Parce que des communistes se sont battus, mais aussi à partir des luttes des travailleurs. Parce que d'abord, les travailleurs se sont organisés. Et nous, en tant que députés, futurs parlementaires, je crois que d'abord, notre première mission, notre première étape, c'est déjà de respecter cet héritage qu'on a, c'est de le transmettre. Et donc, je me réjouis de voir ce soir dans la salle aussi des non-communistes pour partager avec nous ces idées, les transmettre à leur tour, parce que c'est important, on l'a vu, en se croisant, mais c'est qui celui-là, quoi, en gros. Donc ça, c'est une des premières étapes. La deuxième, je dirais qu'à partir de la protection sociale, en fait, on tire tous les fils autour du travail. Donc toutes nos aspirations d'améliorer les droits des travailleurs, ça va contribuer à renforcer la richesse. Le plein emploi, ça contribue à renforcer les cotisations. Le plein emploi, on a des propositions pour y arriver, c'est possible. Et c'est cet espoir qu'il faut qu'on fasse vivre. Troisième chose importante pour un parlementaire communiste, à mon avis, c'est de justement rester absolument dans les luttes avec les camarades salariés. Absolument. Et de construire avec eux, de recevoir régulièrement les syndicats progressistes, les autres s'y veulent aussi, mais de construire avec eux en tout cas ce qu'on peut porter pour le peuple français, et puis construire aussi les convergences. Parce qu'on a vu que c'est dans les convergences qu'on arrive à gagner. Et y compris très large. Et ça nous aide aussi à sortir de nos petites guéguerres, des fois,
où on a l'impression qu'on se laisse enfermer. En réalité, on avait raison de s'affirmer et de porter, nous, des enjeux et des ambitions qui sont à la hauteur de ce qu'attend le monde du travail. Sur les centres de santé, c'est un peu dans la même optique. Je pense qu'il faut recombattre les lois qui baissent les dotations aux collectivités, déjà, qui contribuent largement à la création des centres de santé, y compris ce qu'évoquait Pascal, les lois scélérates, comme je les appelle, qui refondent l'administration et la carte de la santé, mais qui refondent aussi l'administration. C'est un tout. C'est une offensive générale contre le pacte républicain, et je pense qu'on a absolument tous les moyens, si on travaille avec les salariés, de lutter contre ça et d'apporter d'autres propositions. Pour conforter l'idée que c'est le salaire socialisé qui va nous trouver le financement. Depuis 1984, 10% du PIB est passé de la poche des salariés à la poche dans les poches des profits, du capital. Et 10%, c'est 80 milliards de plus, 84 même, de plus pour la Sécu. Donc on a trouvé le financement. Et sans aller chercher à taxer le capital. Parce que quand même, moi, il y a un truc qui me gêne, taxer le capital, ça le légitime. Donc il faut le prendre avant. Et s'il y a des différences, bien sûr qu'on va pas y arriver demain matin, hein, c'est pas ça, mais il faut faire avancer les idées. Si passez-moi l'expression, hein, on s'emmerde à regarder les différences entre les boîtes, on va pas s'en sortir. Hein. Parce qu'il y a un truc qui existe à la Sécu, c'est la péréquation. Et on peut faire une péréquation aussi pour les entreprises. Parce que c'est quand même vrai qu'elles ne sont pas toutes. Mais c'est le capitalisme, hein. C'est pas nous qui avons décidé de. Il y a aussi des inégalités chez les travailleurs, et puis ils s'en foutent pas mal. Donc voilà, c'est dans cette direction qu'il veut. Et aussi, autre élément que je demande, je ne vais pas développer, mais mettre au débat, c'est qu'il faudrait peut-être, moi j'en suis sûr, mais je dis peut-être pour vous, qu'on arrête de traiter la sécurité sociale par petits bouts. C'est-à-dire que maladie, vieillesse, famille, chômage, parce que ça devait faire partie de la sécurité. La ROC avait déjà bossé sur un texte, hein, donc on sait faire. Il faut qu'on arrête de les traiter séparément, tellement que ça va ensemble. Tellement qu'un gosse qui a une bonne enfance, il va avoir une meilleure santé. Tellement que s'il est pris à temps, il va avoir une meilleure vieillesse. Voilà, c'est tout ça. Et peut-être bien qu'il faudrait un taux de cotisation unique pour ces trois, ce qui était dans les cartons, hein, à l'époque. Donc moi, je vous propose qu'on réfléchisse à ça. Hein. Bon, je vais en rester là. Et les candidats présentés par le Parti communiste français, Front de gauche. On évoque bien sûr la sécurité sociale, et c'est fondamental de donner tous les moyens à la sécurité sociale, les possibilités de soigner les citoyennes et les citoyens, quels que soient leurs revenus et quelles que soient leurs conditions sociales, comme c'était à l'origine les fondements de la sécurité sociale voulus par le Conseil national de la résistance. Mais le débat sur la santé, ça va bien au-delà de la sécurité sociale. C'est aussi ce qu'il y a dans les assiettes. Or, plus on est pauvre, et plus on est exposé à des problèmes de santé, plus on est exposé à des aliments avec des porteurs endocriniens. Donc ça concerne aussi quel type d'agriculture on va mettre en œuvre pour répondre à l'humain d'abord. Toujours l'humain d'abord. Et puis il y a la question du logement. Là aussi c'est une question de santé publique. Parce qu'on sait très bien que plus on est pauvre, plus on vit dans des logements insalubres, plus on vit dans le bruit, plus on vit en bordure des grands axes de circulation à la périphérie des villes, qui ont des incidences sur la santé publique. Donc on est aussi porteur d'une politique de logement qui est une politique de service public et qui joue un rôle favorable sur la santé des habitants. Et puis il y a la question des transports. On sait là aussi que les transports de proximité, transports communs développés, favorisent aussi de meilleures conditions pour les habitants. Avoir des mauvaises conditions de transport public, ça joue d'une manière négative sur la santé des populations. Et on pourrait développer encore sur d'autres sujets
c'est pour dire que les candidates et les candidats du Parti communiste français sont porteurs d'une vision de la santé publique qui englobe toutes les questions de société et qui remet en cause les puissances d'argent et la domination des banques et des multinationales sur la société. À la fois sur l'intervention, peut-être on peut commencer par celle de Gérard sur le périmètre, ce que pourrait être le périmètre d'une nouvelle sécurité sociale et des risques qu'elle pourrait prendre en compte. Alors, il y a, au-delà des 4 risques qui ont été cités et développés dans le film, il y a évidemment le 5e risque que le camarade a évoqué, c'est celui évidemment de l'autonomie qui est relative aux personnes âgées. Ça, c'est un problème absolument majeur et qu'il faut prendre en compte très rapidement puisqu'on y est confronté dans l'urgence. Mais je pense qu'il y a aussi, les communistes portent un projet qui s'appelle la sécurité sociale de l'emploi et de la formation. Dans ce titre-là, il y a le mot sécurité sociale. Et je pense qu'on ne prend pas assez en compte ce qu'il y a dans ce projet de retour aux sources du projet communiste au niveau de l'organisation de la société. Puisqu'il s'agit au fond aussi, et là, au-delà du risque de la retraite, au-delà de la famille, au-delà de la maladie, au-delà du chômage, il s'agit aussi de prendre en compte, d'éradiquer le chômage. Et ça c'est fondamental aussi pour la sécurité sociale et pour lutter contre cette précarité, cette incertitude du lendemain. Après, donc ça me paraît être un projet tout à fait structurant des politiques que les élus communistes pourraient porter à l'Assemblée nationale. Après, de manière factuelle, on a évoqué un certain nombre de mesures. On a évoqué 80% de remboursement pour tout le monde dans l'immédiat, 100% pour les jeunes, avec l'objectif de 100% au terme du mandat, le retour de la retraite à 60 ans, disons-le, répétons-le, avec 37 années et demie, et puis par rapport à la famille, l'allocation dès le premier enfant, je rappelle que ça a été supprimé, ça n'existe plus. Et enfin, pour répondre à un souci d'une question qui a été posée, il faudrait peut-être penser à créer un pôle du médicament pour éviter ce qu'on a vu tout à l'heure dans le film, c'est-à-dire la solvabilisation des grandes multinationales qui se font des profits absolument énormes et qui contribuent de manière assez efficace au déficit de la sécurité sociale. Enfin, pour terminer, sur la cotisation sociale. Effectivement, le sens, l'ADN communiste de la sécurité sociale, c'est la cotisation sociale. C'est ça. Et qu'on aille du côté de la droite, du côté du centre, du côté macroniste, et même, lisez l'avenir en commun de Mélenchon, vous verrez que la cotisation sociale disparaît aussi. Donc les députés communistes porteront cette défense de la cotisation sociale. Je dis, pas revenir sur ce projet, oui, avant d'être candidat aux législatives, nous sommes communistes. Et le député communiste à l'Assemblée nationale, il a le sens de ce rapport avec les gens, ces convergences de lutte. Tout ce travail, nous on en a parlé l'autre soir en réunion de façon très approfondie. Le député communiste, c'est aussi celui qui accompagne les luttes à l'Assemblée, qui va être en capacité de dédramatiser tout ce discours gestionnaire, de pouvoir dire aux gens, ça vous appartient. Ça n'appartient pas à des spécialistes de la santé, des spécialistes de l'éducation, des spécialistes de la culture ou autre. Donc c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Gérard, notre existence est politique. Et nous, on est ceux qui sont porteurs de cet espoir et de ce retour à la démocratie face à ce déficit démocratique dans lequel on vit. Voilà ce que moi je voulais rajouter. Je suis ravie de la retraite à 60 ans avec 37 ans et demi de cotisation. C'est bien de remettre ça. C'est Joël Marseille. Joël, pardon, excuse-moi. Moi, les futurs élus communistes, j'aimerais que plutôt qu'un pôle du médicament, ils parlent de nationaliser l'industrie pharmaceutique, par exemple. Enfin, pour moi, ça a du sens.
Et puis, comme on a tous compris qu'il faut lutter pour défendre la sécurité sociale et que l'épine dorsale, c'est pas l'entrée, c'est pas par l'hôpital, c'est bien par la défense de son financement, eh bien moi je pense qu'il faudrait qu'on soit porteur de ce qu'avaient fait les camarades de la CGT, je crois, Finances Publiques. C'est une pétition, par exemple, pour s'opposer au prélèvement à la source. Parce que Macron, il fait une annonce là en ce moment pour rassurer les troupes, parce qu'y compris dans les entreprises, ça leur pose problème. Ils vont récupérer l'impôt et ils ne vont pas le reverser. Je vous rassure, hein, dans les petites entreprises en difficulté, ils ne le reverseront pas. Donc c'est de l'argent qui ne sera pas reversé. Moi, il me semble qu'il faudrait vraiment que, concrètement, si on peut dès maintenant lutter et faire converger les luttes, eh ben moi je serais d'accord pour que les communistes, on reprenne une partie des propositions de la CGT Finances Publiques. Non, il faut s'opposer au prélèvement à la source et il faut expliquer aux salariés en quoi ça a un impact sur le financement de la sécurité sociale. C'est leur sécurité sociale, c'est leur salaire, c'est super bien expliqué dans le film. Je pense qu'il faut y aller. Voilà. Donc nationalisation et à très court terme dans les revendications, la pétition non au prélèvement à la source. Meilleure taxe sur le capital, ça reste le salaire. Et quand on voit qu'un salarié sur deux gagne moins de 1500 € par mois, on se dit que quand même les députés communistes vont aussi avoir cette bataille-là à mener, celle du pouvoir d'achat, parce que la sécurité sociale se porterait mieux si les salariés étaient mieux payés, les travailleurs pauvres, ça existe, et je ne parle pas encore de l'armée de réserve. S'agissant du financement, tout à l'heure Dominique l'a dit, hein, projet de Macron, fusionner CSG et l'impôt. La CSG, c'est 20% de la partie qui finance la Sécu. 20% des recettes de la Sécu. Vous voyez, 20%. Sans créer de droits à ceux qui cotisent, ça vous le savez. Le jour où ça va fusionner avec les impôts, on voit bien que ce ne sera plus les assurés sociaux, même si on sait que la CGT a des difficultés à se faire entendre au conseil d'administration. Mais enfin, les sommes sont gérées par les assurés sociaux. Ça va être le gouvernement qui va décider de l'attribution de la CSG ou pas à la sécurité sociale. On imagine que les choix budgétaires, comment ils risquent d'être pris. Voilà. Donc c'est effectivement les députés communistes qui vont avoir la question du financement tout de suite forcément à mener, et on compte sur eux pour le faire, mais il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Il y a les syndicalistes, notamment, il y a un gros travail qui a été fait au niveau de l'UGIC de CGT sur la question du financement, voilà, hein, qui est à disposition bien évidemment. Aujourd'hui, la pérennité des systèmes de retraite à l'horizon 2040, si aujourd'hui le financement n'est pas assuré, c'est parce que le MEDEF mène la bataille contre l'augmentation de 0,30% de ses cotisations. Alors que la CGT fait le pari qu'elle est prête à faire accepter aux salariés l'augmentation de 0,45% pour assurer le financement des retraites jusqu'à 2040. Et aujourd'hui, ce qui bloque, c'est la position du MEDEF, c'est aussi des choses à faire savoir, et il y a aussi à militer là-dessus. Enfin, je finis. Une information, les communistes de Visil organise en présence de David Kéros et Myriam Martin un rassemblement pour s'opposer au projet de fermeture du centre de sécurité sociale le mardi 30 mai à 11h à Visil. Vous êtes tous invités. C'est simplement, effectivement, par rapport à ce qu'on a vu de par le film, par rapport à cette discussion, des propositions et tout, et par rapport à la situation d'aujourd'hui, puisqu'on a un gouvernement nouveau, on vient d'avoir un président nouveau, et c'est une proposition, enfin, moi je vois surtout ça au niveau idéologique. Il y a en face de nous, on peut dire comme ça, il y a une idéologie libérale qui n'a plus aucun obstacle devant elle. Et que ce soit entre le code du travail, la sécurité sociale et tous les attaques qui vont être faites, moi la proposition que je fais aux futurs députés, c'est de porter, mais peut-être au niveau même national, dans une déclaration mais vraiment fracassante, tout ce qui est porteur justement, que ce soit la République, la sécurité sociale, pour faire prendre conscience aux gens et aux citoyens
qui effectivement, moi j'ai eu l'occasion d'avoir des problèmes au niveau des hôpitaux, on ne se rend pas compte que combien ça coûte par jour. Or ça, dans le discours et dans l'immédiat, comment vivent les gens, je trouve qu'au niveau national, c'est pas assez répété. Et moi je pense qu'aujourd'hui, face à l'idéologie libérale, il y a effectivement une contre-attaque idéologique nationale à faire. C'était une proposition, c'était pas des questions. Parce que je ne suis pas spécialiste de la santé. Simplement, c'est tout. Donc, moi, j'ai toujours plaisir à voir ce film. Bon, c'est la deuxième fois, mais j'ai adoré voir ce film. Et je pense qu'il devrait être proposé au plus grand nombre. C'est important. Et surtout, on voit surtout la place de la politique et des convictions qui sont essentielles pour porter les projets. Je ne suis pas du tout, une technicienne de la sécurité sociale. Moi, je m'appuierai sur ceux qui savent, parce qu'il y a des gens qui savent. Qu'un élu ne sait pas tout. Donc, il faut s'appuyer sur ceux qui savent. Ensuite, en fait, ce qu'on remarque dans le film, c'est que le rêve des patrons a toujours été de se débarrasser des communistes. Ça, on voit, parce que c'est sous l'impulsion des communistes qu'on va à gauche, toujours plus à gauche, et qu'on va vers après des vrais programmes de progrès social. Donc, moi, ce que je veux, en fait, c'est je veux faire comme Ambroise Croizat. En fait, je veux porter toutes les revendications des ouvriers, des salariés de ce pays au plus haut et les transformer en loi. Laurent Jadot. Oui, moi j'étais très intéressé parce que c'est un peu là-dessus que je voulais venir sur la question de la bataille idéologique qui est absolument primordiale, je pense, parce que des décennies de pédagogie du renoncement ou de pédagogie du bâton selon les gouvernements ont fait que des gens qui sont très forts ont fait passer dans l'idée que c'est plus possible. Je crois qu'un film comme ça nous montre que dans des périodes beaucoup plus difficiles, beaucoup plus compliquées pour le pays, la volonté et le rapport de force ont fait. Mais j'ai envie de dire où il interpelle les futurs députés. Déjà, s'ils sont beaucoup plus nombreux, ça sera peut-être plus facile de faire les idées, de faire passer des idées. Mais je crois que les députés tout seuls, ça a été un peu dit, ils ne seront pas efficaces. La bataille idéologique, elle va être si beaucoup de monde se met en mouvement pour refuser ces logiques, pour dire non, les déficits, les choses comme ça, c'est des choix politiques. On a vu, la démonstration a été faite, puis Michel Cialdella est revenu dessus, c'est quelque chose qui est organisé. Les moyens, on les a dans ce pays. C'est une question de répartition des richesses. Mais ça, les députés arriveront pour pouvoir des porte-voix, ils le sont, mais ils l'étaient à 7 députés communistes en sortant. Donc ça ne fait pas beaucoup. Donc il faut aussi que beaucoup de monde relaye cette bataille. Et autre chose, moi ce qui m'a frappé dans l'intervention du copain syndicaliste, quand il a parlé de l'organisation territoriale, moi comme élu local, ça m'a tilté, ça m'a fait penser à notre réforme territoriale démocratique. Et c'est la même logique qui est derrière. C'est exactement la même logique. C'est l'éloignement de la démocratie, dire il faut des grands secteurs parce que c'est la concurrence, comme ça ils pourront entrer entre eux, il pourra y avoir des choses plus fortes, et puis il pourra y avoir, alors dit, ça fait des... comme pour les régions, les métropoles, on dit ça fait des métropoles gagnantes, oui, mais sauf dans n'importe quel jeu, pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait des perdants. Donc voilà, c'est cette logique qu'il faut qu'on combatte. Et là, il faut être très inquiet. Moi, j'ai vu vite fait entre la liste du gouvernement, il y en a un qui s'appelle le ministre de la Cohésion des Territoires, et qui est pas n'importe qui est Robert Ferrand, qui dans cette dernière décennie, un des principaux initiateurs de l'idéologie libérale qui a permis au Parti Socialiste de se transformer en une politique vraiment libérale. Et je pense que d'un ministre nommé comme ça, avec ce monsieur à sa tête, on a tout à craindre. Donc on a besoin de beaucoup de députés communistes pour lui empêcher de faire le seul boulot.
plus court, la seule chose, moi qui suis un vieux, des vieux, puisqu'il y a plusieurs décennies derrière moi, ce qui m'inquiète, c'est que les communistes, ils n'arriveront pas tout seuls, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez, je ne sais pas si vous y arriverez, mais qu'il y ait un consensus entre toutes les formations de gauche, que ce soit les insoumis, que ce soit les communistes, que ce soit les Verts, que ce soit certains socialistes de gauche, vraiment de gauche, il faudrait que vous arriviez à faire des groupes à l'Assemblée pour que vous ayez un poids. Et ça m'inquiète parce que si chaque parti part seul, ils s'en sortiront pas. Il faudrait que vous arriviez à faire un groupe de gauche. Et ça, je ne sais pas si vous y arriverez, mais c'est important pour pouvoir avoir du poids à l'Assemblée. Des élus, les futurs élus dans la salle, j'en profite, parce que le monde politique a besoin des luttes des salariés pour faire avancer les réformes dans le sens où on le souhaite. Et à contrario, nous, les syndicalistes, on a aussi besoin d'avoir une force politique au Parlement pour que nos aspirations elles aient un écho. Et c'est vrai que c'est pour nous difficile. Ça va être difficile pour nous si effectivement on n'a pas un groupe de gauche au Parlement conséquent pour effectivement alimenter le rapport de force. Ça, et je vous assure qu'actuellement, dans le milieu syndical, on en discute beaucoup parce que c'est une inquiétude pour nous. Pour les mois à venir, puisqu'on sait tous ce que, je ne reviens pas dessus, ce que Macron va nous concocter. Mais après, je voulais aussi revenir sur l'action politique. Bien évidemment, je partage l'idée qu'il faut abroger ces lois scélérates. Et ça, c'est un objectif à avoir. Mais toutes ces lois, elles sont insidieuses aussi dans leur quotidien, dans leur mise en place du quotidien. Parce que la réforme territoriale, c'est comme un Rubik's Cube, elle est venue mettre toutes les phases de couleur. Au début, quand Sarkozy avait commencé ses réformes, on a dit quelle incompétence, ça part dans tous les sens, il fait n'importe quoi. Et on a bien vu que toutes les réformes, elles étaient identiques dans la justice, à l'université, dans l'éducation, dans tous les services publics, et que cette réforme territoriale est venue bloquer le tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, on est confronté à quelque chose qui bouscule complètement tous nos repères que nous avions jusqu'à présent, notamment dans la définition de ce que c'est qu'un établissement de santé aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, l'hôpital, c'est pas l'hôpital qui est dans ma commune. L'hôpital, ça va être l'assemblage des établissements qui construisent le GHT. Et dans ces structures, on a des élus politiques qui siègent. Même si on sait que la démocratie elle est malmenée et que les conseils de surveillance ne sont plus ce qu'étaient les conseils d'administration, mais malgré tout, nous avons des élus politiques dans l'ensemble de ces conseils de surveillance. Et ce qui est important de regarder, c'est la cohérence aussi du positionnement des élus politiques sur l'ensemble des établissements qui constituent le GHT, par exemple, et c'est pareil pour l'université, pareil pour... parce que beaucoup s'imaginent prendre des décisions pour sauvegarder, pour renforcer, pour alimenter la structure qui est sur son territoire d'intervention. En sachant que si on prend une décision dans un établissement du GHT sur son territoire d'intervention, il a des conséquences sur l'ensemble des établissements du GHT. Je ne sais pas si je suis clair, mais si par exemple le CHU de Grenoble absorbe la cuisine de l'hôpital de Voiron et de Saint-Égrève, les élus syndicaux et politiques de Voiron et Saint-Égrève vont s'opposer en disant on va perdre effectivement de l'activité dans notre structure, et les élus du CHU de Grenoble vont dire nous rentrons parce que ça renforce l'activité, ça permet au CHU de se sortir de son déficit économique. Donc on a besoin, nous aussi syndicalement, que les élus, du même bord bien évidemment, hein, pas d'illusion par rapport aux autres, mais que les élus effectivement aient une cohésion et une cohérence d'intervention dans les conseils de surveillance sur la préservation du service public, parce qu'ils le démantèlent comme ça. À l'hôpital de Vienne, la psychiatrie a basculé complètement sur une clinique privée à Bourgoin-Jallieu, et il y a des positions qui se prennent dans les conseils de surveillance là-dessus, et on ne s'aperçoit pas comment ils arrivent à privatiser complètement notre système de santé. Donc on a besoin aussi que les élus travaillent ensemble sur le territoire du département.
je ne sais pas si j'étais clair, mais c'est une demande qu'on fait. Je vais faire très très vite, donc je vais faire plutôt un constat que des propositions en tant que telles. Aujourd'hui, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on s'appuie, c'est qu'on ne peut pas voir des personnes qui refusent, qui ne vont pas se soigner et demander des soins parce que c'est trop cher. Du coup, là, je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est l'exemple étudiant. On va me dire que je parle beaucoup de la jeunesse, mais bon, quelque chose qui me concerne. Voilà, je suis là pour ça. Aujourd'hui, quand on voit qu'une consultation, quand on a des médecins qui font pas de tiers payant, etc., c'est pas loin d'une trentaine d'euros. Un étudiant boursier, 100 euros. Un exemple tout con, hein, mon exemple à moi, 100 euros par mois pour vivre, 30 euros, oui, je vais être remboursé en partie, voire à 100%, ça dépend de si tu as une bonne. Si tu es bien assuré, quoi. Et voilà, c'est 30% de ton budget mensuel. Tu rajoutes à ça le transport, le téléphone, ça va très vite. Et pareil, ce qui concerne les délais de remboursement, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler parce que les mutuelles étudiantes, ça peut durer 6 mois, 1 an, selon si on allait voir un médecin général, ou un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Et voilà, ça par exemple, il va falloir qu'on travaille dessus et je pense que les députés communistes seront les mieux à même de répondre à cette question. Merci. Michel Serres. Et donc on combat le capital. Le pôle public du médicament ne nous satisfait pas parce qu'il va laisser à côté du pôle public un pôle, on va dire, capitaliste. Et on sait, historiquement, que si on laisse les capitalistes prendre la place, on est bouffé. Et puis, quelle utilité? Aujourd'hui, on a l'exemple de l'énergie, où il y a encore un fort pôle public, c'est les autres qui perturbent, et ça a empêché à aucun moment les augmentations massives de gaz et d'électricité. Donc, nationalisation intégrale et gestion démocratique. Je veux dire 2 mots sur la différence entre cotisation et impôt. Toujours du point de vue du communisme anticapitaliste, l'impôt, c'est la répartition secondaire. C'est-à-dire que les profits ont déjà été faits. La cotisation, c'est une répartition primaire avant les profits. Donc on a intérêt. Si on veut combattre le capital, c'est ça qu'il faut faire, de mon point de vue. Et un truc qui n'a pas été dit dans le débat, c'est la gestion par les travailleurs. Et je dis par les travailleurs, je ne dis pas avec les travailleurs majoritaires. Parce que le salaire socialisé, ce n'est pas les patrons qui doivent le gérer, c'est les concernés, quoi. Voilà. Je voudrais vous remercier, vous avez été très patient, il y a eu des questions très intéressantes. Remercier nos candidates et nos candidats qui ont tous souhaité s'exprimer, ceux qui sont présents, et vous avez pu constater, je crois, qu'ils ont tous la motivation pour défendre les idéaux que nous défendons de manière collective quand nous sommes élus. Et de fait, je vais prendre un peu ma casquette de sénatrice, puisque je suis parlementaire encore pour quelques semaines, et vous dire qu'en effet, quand on est parlementaire communiste, il faut, mes chers camarades et futurs collègues, peut-être si vous êtes élus, il faut être bien accroché et il faut ne rien lâcher. Parce que en séance, quand vous êtes face à cette déferlante libérale qui s'en prend à notre système de protection sociale, eh bien je peux vous dire qu'il faut qu'on soit fort dans la défense de nos idées et qu'il faut qu'on soit fort aussi en nombre pour pouvoir défendre ces idées. Tout l'intérêt de cette soirée ce soir, c'était de pouvoir vous démontrer, et je sais que vous le savez toutes et tous ici, mais pouvoir vous démontrer que nos candidates et nos candidats ont chevillé au corps cette idée de défendre les salariés, de défendre le quotidien de celles et ceux qui font la richesse de notre pays et qui, eux, ne la détournent pas. C'est David qui parlait de l'évasion fiscale, et je crois qu'il a raison d'en parler, l'évasion fiscale, la fraude fiscale, parce qu'on nous parle toujours de la fraude sociale, qui représente, c'est vrai, et c'est pas acceptable, mais qui représente quand même un bien petit peu dans la globalité de cette fraude fiscale, qui, elle, se chiffre quand même en plusieurs milliards. Donc, les élus communistes ont leur utilité, et lors du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque chaque année, le financement de la sécurité sociale est débattu au Parlement. Nous avons porté cette idée, je ne sais plus lequel d'entre vous en a parlé, mais cette idée de taxer finalement, de faire cotiser les produits financiers. Nous, on appelle ça la CASA actionnaire, un peu en contre-pied de ce que le gouvernement
Valls nous a mis avec la CASA pour les retraités, vous savez, la fameuse contribution qui ne vaut que pour les personnes âgées. Eh bien, nous, on a décidé qu'il fallait aussi en mettre une CASA, mais pour les actionnaires et pour les revenus financiers. Eh bien, ça, ce sont des propositions que nous portons déjà au Parlement et que, bien sûr, si on était encore un peu plus nombreux à les porter, on pourrait avoir des financements nouveaux pour notre système de protection sociale. Ça a été dit en filigrane dans le débat, mais ce qui manque à la protection sociale, c'est pas, ce fameux trou de la sécurité sociale, c'est pas qu'il y a trop de dépenses, c'est que chaque année on nous diminue les recettes pour alimenter notre caisse de protection sociale. Les exonérations de cotisations patronales, ça a été dit par Dominique, je crois, sur la branche famille notamment, mais pas seulement. Les exonérations sur les bas salaires. Là aussi, les salaires, eh bien, les patrons ne payent pas les cotisations sociales sur les bas salaires. Il y a comme ça une trentaine de milliards d'exonérations de cotisations patronales par an. Imaginez, on en était cette année à 11 milliards de déficit. Eh bien, 30 milliards, si on arrête ces 30 milliards d'exonérations de cotisations patronales, voilà, il n'y a plus ce fameux trou de la sécurité sociale. Par exemple, l'égalité professionnelle homme-femme, je pensais que Sophie viendrait un petit peu aussi, parce qu'en plus de la jeunesse, elle a l'égalité homme-femme qui lui est également chevillée au corps. L'égalité professionnelle, c'est 52 milliards supplémentaires pour la protection sociale. Parce que l'égalité c'est du pouvoir d'achat. Je crois que c'est Pascal qui en parlait. L'augmentation, c'est peut-être Bernard qui parlait de pouvoir d'achat et d'augmentation des salaires. Eh bien, c'est de l'augmentation du pouvoir d'achat dans les familles, mais c'est aussi 52 milliards supplémentaires pour la protection sociale. Donc c'est quand même pas rien. Et des idées, des propositions avec le groupe communiste à l'Assemblée nationale et avec le groupe communiste au Sénat, nous en portons. Nous continuerons d'en porter encore haut et fort, parce que oui, les candidates et les candidats ici l'ont dit, nous sommes communistes et nous portons ces idées chevillées au corps de la défense du peuple dans nos deux assemblées. Le bilan des députés d'ailleurs est à disposition, mais si on entend la voix du peuple dans ces deux assemblées-là, c'est bien parce que nous en parlons. La lutte des écoplats, pour parler que de ceux qui sont proches de chez nous, mais aussi les Arjowiggins ici en Isère, il y a eu aussi les Thales qui sont sur Moiran, toutes ces entreprises que j'ai accompagnées dans leur lutte. Les agents hospitaliers aussi, on est allé à Saint-Égrève, au centre hospitalier à Saint-Égrève, celui de Vienne également, pour rencontrer les personnels de la santé. Voilà, c'est ça aussi, un député ou un sénateur, une sénatrice communiste, c'est être à l'écoute des luttes, les porter le plus haut possible pour qu'ensemble on puisse faire adopter des lois qui correspondent aux besoins et qui répondent aux besoins et aux envies de la population. Parce qu'on parle souvent de réponse aux besoins, mais aussi on peut avoir envie de vacances par exemple. Pourquoi pas de culture. Chacun a envie de pouvoir passer une soirée en famille, aller au cinéma, manger une pizza ou un bon repas, ou en tout cas se faire plaisir en famille. Et bien aujourd'hui, il y a plein de femmes et d'hommes qui ne peuvent pas le faire. Et bien ça, nous, parlementaires communistes, on est décidés à lutter contre ces inégalités-là. Les millions de pauvres en plus dont parlait David, voilà, tout ça, ce sont des combats que nous avons l'habitude de mener et que nous avons envie de continuer à mener le plus haut et le plus loin possible. En tout cas, merci. Merci à nos candidates et à nos candidats. Merci à vous. Nous allons faire un rappel de l'amitié.